Dans Aujourd'hui, nous allons prendre un vélo cargo et avec nous Julien De Witte, c'est lui qui le pilote. D'habitude, on vous voit dans Cargo TV, une émission où vous interrogez des gens dans votre vélo cargo. Et là, vous avez pris la route. Alors pourquoi ? En fait, j'avais envie d'aventure, j'avais envie. Donc, Cargo TV, ça fait longtemps que je fais ces émissions sur BX1 et donc à Bruxelles. Et donc là, j'avais envie, c'était pendant les vacances, de partir un peu à l'aventure, de découvrir autre chose, découvrir notre beau pays. Il y a des endroits incroyables en Belgique et j'avais envie d'un peu souffrir tout en faisant du vélo, mais tout en découvrant des nouvelles personnes surtout et des nouvelles régions. Il y a des régions incroyables en Belgique qu'on connaît pas assez. Et en fait, votre trajet, c'est vous partez de Bruxelles, dans le film qu'on va voir, c'est ça. Et vous arrivez à Durbuy. Mais bon, évidemment, tout se passe entre ces deux destinations. C'est ça. En fait, j'avais quelques rendez-vous de prévus, mais donc pendant le voyage, j'ai rencontré des gens. Voilà, il y a des personnes pendant les rendez-vous qui m'ont dit va voir telle personne, il fait un super bon pain, va voir telle personne, elle a des chèvres incroyables. Donc en fait, tout s'est un peu mis sur le chemin. Sur le trajet, vous avez trouvé vos étapes. Voilà. Et en fait, vous alliez vraiment à vélo, pas électrique, donc c'était dur. Ouais. Et vous logiez le soir chez l'habitant ou quoi ? Ou dans le pré, à côté des vaches ? Complètement. Ouais. Donc chez l'habitant, chez les gens que j'interviewais, en fait, qui me laissaient dormir chez eux. Donc j'ai dormi dans un champ, j'ai dormi dans une grange, vous avez dormi aussi ? Dans une grange, oui, j'ai dormi dans plein d'endroits, donc vraiment avec ma petite tente que j'avais donc dans mon vélo cargo pendant tout le trajet. Heureusement que je l'avais. Et j'ai été quand même accueilli pendant une nuit dans une vraie auberge avec un toit. J'étais content de l'avoir parce que c'était une nuit où il y avait une petite tempête. En fait, ça tombait bien. Ça tombait super bien. Donc, alors, vous avez vu plutôt des gens qui sont, on pourrait dire, des entrepreneurs du circuit court alimentaire. Et qu'est-ce que vous en retirez, vous ? Quels sont les moments un peu exceptionnels de ce film qu'on va voir dans un instant ? Les moments exceptionnels, c'est surtout de rencontrer des gens. Les rencontres étaient exceptionnelles. C'était des gens qui vivent de leur passion et qui font des métiers extraordinaires. Et donc, moi, j'ai découvert un peu ce qu'ils faisaient, un peu perdu dans leur campagne. On dit perdu dans leur campagne, c'est pas non plus si loin que ça. Et ces gens font des métiers vraiment extraordinaires. Ils sont des artisans, chaque fois. Beaucoup d'artisans. Donc j'ai découvert quelqu'un qui faisait du vitrail. J'ai un super boulanger aussi qui a lancé sa propre marque de pain, la Green de Gauthier. J'ai rencontré celui-là qui fait le meilleur chou de Belgique, qui fait une choucroute incroyable. Une femme qui élève des chèvres pas loin de Durbuy. Bref, tous des gens passionnés par leur métier. De vraies découvertes. Parfois des gens qui sont passionnés récemment, parfois des gens qui sont passionnés là-dessus depuis leur enfance. Et comment on arrive à filmer ça ? Parce que, évidemment, vous les transportez dans votre vélo cargo, un peu comme à Bruxelles, ça, il n'y a pas de changement, mais de temps en temps, vous vous arrêtez aussi, et on découvre aussi des lieux grâce à vous. Oui, tout à fait. En fait, je les prenais sur le chemin. Donc, je suis parti donc, de Bruxelles jusqu'à Durbuy. Je me suis arrêté à Gembloux, puis après à Namur, puis après de là, je suis passé par Dinan, puis après, je suis passé vers Sydney. J'avais pas très bien compris que de Dinan à Sydney, il y a une énorme montée, donc ça fait que monter. Donc ça, sur une carte, ça se voit pas vraiment, il n'y a pas les dénivelés. Dans les mollets, ça se sent. Dans les mollets, ça se sent, et ça se voit aussi dans la vidéo. Je souffre, j'en peux plus, et donc j'ai besoin d'eau, j'ai besoin de dormir, et donc voilà, c'était du réel, et c'est ce que j'aimais, quoi. Souffrir tout en rencontrant des personnes super, et en découvrant des super endroits. Et alors, quel feedback vous avez, une fois que le film a été terminé, et c'est finalement toutes ces rencontres mises les unes derrière les autres, c'est le trajet, comment est-ce qu'ils ont réagi à ce film ? Ils adorent, ils trouvaient ça super original de voir quelqu'un de la capitale avec son vélo, venir les voir, ça leur fait beaucoup de plaisir en fait de voir qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur pose des questions et qu'on vienne chez eux, quoi. Donc, comme ça, ils peuvent montrer le fruit de leur passion. Tout à fait. C'était vraiment Julien De Witte, je propose de regarder ce Cargo TV Tour tout de suite. Bonne vision à tous et à toutes.
Et ça y est, c'est parti, je viens de quitter chez moi. Voilà, je pars à l'aventure, Cargo TV, on tour. Trop content, ça faisait un bout de temps que j'en rêvais. Et voilà, j'ai décidé de prendre ma tente, quelques affaires qui sont changées quand même un tout petit peu, quelques t-shirts Cargo TV qui viennent d'être faits par mon ami Paul, Square Nuts, génial. Et super content, on a tout, j'espère que j'ai tout. C'est l'aventure, je commence avec une descente. Et en fait, ça c'est top parce que j'ai l'impression que je vais quand même bien monter. Et le but c'est d'aller jusqu'à Durbuy. En s'arrêtant, en faisant quand même quelques étapes, j'ai réussi à appeler quelques personnes la semaine passée. Donc j'ai quelques rendez-vous, mais je pars surtout à l'aventure parce que j'ai envie de faire des rencontres et surtout découvrir du pays, notre Belgique, qu'on ne connaît pas assez bien. Je suis super excité. C'est parti, let's go, Cargo TV Tour. Wouhou! Et voilà, les premières côtes. Il va en avoir quelques-unes. Et en fait, j'ai un peu sous-estimé le poids de mon vélo et surtout le poids de mes bagages. Nom de Joss, ça va être quelque chose. Et là, on vient de partir. Et voilà, première difficulté déjà. Énorme montée ici. Plus que sans ça. Pas moyen d'y aller à vélo. Et voilà, je pousse. Et donc on va rencontrer plein de personnes super intéressantes. Mon premier rendez-vous ce soir à Jean-Blou, c'est avec un agriculteur qui fait des choux. Et ces choux sont super connus pour la choucroute. Demain j'ai un restaurant hors champ. Après à Namur, j'ai une fille qui fait du vitrail, qui travaille le vitrail. Bref, j'ai du monde super intéressant. Il y a aussi Isabelle Harpin, grande chef, que je vais rencontrer dans son resto. Bref, super excité, c'est parti. Ah bon, il y a déjà une montée. Et bon, ça va aller. Durbuy, on arrive. Ça y est, on arrive à Wallin, c'est le centre géographique de la Belgique. Donc c'est le centre du centre de la Belgique. Il n'y a pas moyen d'être plus au centre, voilà, comme ça. J'arrive bientôt à ma première destination. Comment c'est parti? Jean-Blou, je viens de passer Wallin. J'ai fait environ 30 bornes. Les pavés sont là aussi. On s'y fait, on s'adapte. Et on continue. Hein. Et voilà, 133 rue de Fleurus, à Sauvenière. Ça ressemble à une ferme. Donc, je crois que ça doit être là. Et voilà, Jérôme. Content d'être arrivé. Ah ouais, écoute, 3 heures de vélo. Allez. Ah, salut. Ça marche? Merci, impeccable. C'est canon chez toi, hein? Et voilà, on est au milieu des campagnes, oui. Milieu de nulle part, quoi. Oui. Voilà. Les champs tout autour de nous. Extra. Et donc tout autour de toi, c'est chez toi, il y a du chou, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu toutes sortes de cultures, oui, effectivement. Ah ouais. De grandes cultures et ok. Voilà. Mais aussi du chou. Ok, excellent. Ben, on peut aller voir ça, non? On va aller visiter. Allez, on va aller visiter ça. Installe-toi. On va aller tout mollo. Il y a que des pavés ici? Non, mais ici on est vraiment dans les campagnes, donc effectivement, il y a une portion de pavé et puis après des routes de campagne. Écoute, tu seras peut-être pas super à l'aise, mais on va y aller mollo, quoi. Et donc, raconte-moi, Jérôme, comment tu as fait depuis combien de temps que tu es agriculteur et pourquoi tu t'es lancé dans le chou en fait? Alors, j'ai fait mes études d'agronomie à Sydney. Ouais. Et puis j'ai travaillé un peu à l'extérieur et
Et puis j'ai dans le pharmaceutique, et puis j'ai repris l'exploitation de mes parents. Ok. On a voulu se diversifier, on s'est lancé un petit peu dans le légume. Ah ouais. Donc ça fait une quinzaine d'années que je fais dans le légume. Et voilà, on a travaillé en partie pour la grande surface tout un temps. Et puis, Ah ouais. voilà, on n'a plus trop été en phase avec ce mode de production. Et puis on a voulu avoir un produit qu'on transforme à nous-mêmes. Ok. Parce que le chou, ça se fait beaucoup en Belgique, quoi. Il y a Beaucoup plus en Flandre. plus en Flandre, ouais. Oui. Après, les criers sont en Flandre. Donc ouais. ici, il faut travailler directement avec la grande surface ou un produit transformé comme nous. Ok. Donc toi, tu transformes en choucroute. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais on fait toute la culture. Ah ouais. Et puis après récolte, on transforme, on fait la choucroute. Et on commercialise principalement en boucherie, restaurant et aussi le particulier. Ok, et il y a de plus en plus de monde qui mange de la choucroute, comment ça se passe? C'est plutôt connu en Allemagne, non? Alors effectivement, oui, l'Alsace, de producteur de choucroute et en Allemagne. Mais voilà, oui, il y a de la consommation ici en Belgique et tout est importé puisque on est, je pense, les seuls à produire de la choucroute en Belgique. Okay. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on fait dans les choux, en tout cas, les fleurs, et puis ça fait une petite dizaine d'années qu'on a voulu faire du chou blanc et le transformer en choucroute. Ok. Et on voulait avoir un produit différent des produits importés comme les produits allemands ou français, qui sont on reproche toujours d'avoir une choucroute fort lourde. Et nous on voulait un produit digeste et qui était beaucoup plus doux, un autre produit que les Français. Ça donne envie de la goûter, ta choucroute, hein? Oui. Ok, ben donc on arrive ici à ton champ de choux, on peut aller en prendre un, Sans problème, oui. Ça sent quelque chose, non? Pas non, pas encore. Non, voilà, on est vraiment au début de la culture. Ouais. Et voilà, je disais, il faut entre 100 et 120 jours pour faire vraiment le chou qu'on va pouvoir travailler nous et transformer. Et voilà. Maintenant, on a eu des gros problèmes cette saison, ce début de saison, hein, l'humidité, beaucoup de limaces qui ont fait. Ah ouais, ces fameuses limaces, elles sont ici aussi, quoi. Limaces, ramiers et le lièvre ont fait des très gros dégâts cette année-ci. Tu sais rien faire par rapport à ça. Voilà. Là, le chou, il est là. Voilà. Vous le plantez, vous allez le récolter fin août. On va suivre toute la culture, la culture, et puis après vous... On va commencer la récolte fin août, mais alors on va récolter jusque la Toussaint. Ok. Ouais. Après les premières gelées, c'est fini. Voilà, le chou, Ceux-ci ont été piqués il y a 15 jours, un peu plus de 15 jours. Ok, Donc voilà. Génial, un tout grand merci Jérôme. Mais merci à vous. Voilà. Et à une prochaine, j'espère. Hein. Bien sûr. Allez. Quand tu es de passage dans le coin. Je sais où c'est maintenant, c'est canon en tous les cas, en plein milieu des champs, j'adore. Voilà. Allez, prochaine. Merci. Ciao. Ça y est, je suis arrivé, premier endroit ici. J'ai planté la petite tente. Elle est là, au milieu de nulle part. Je suis dans le jardin de Jérôme. C'est parti, j'espère qu'on va passer une bonne petite nuit. Ça va aller, hein. Me voilà à Jean Blou. Bon, on a déjà connu des places plus vivantes, on va dire. Grosse ambiance. Santé, premier stop, c'est parti. Ça y est, première nuitée dans la petite tente. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à dormir. J'espère que ça marche. Allez, bonne nuit. À demain en pleine forme. Peace. Ça y est, on a passé une bonne nuit. Et c'est reparti pour une deuxième étape, direction Namur. Mais d'abord, j'ai encore 2 rendez-vous ici sur Jean Blou. Un au restaurant hors champ et un deuxième dans une ferme pédagogique. Donc c'est parti, allez, yeah. Salut les vaches. Ça va les choupettes? Et ça y est, on arrive à ma deuxième destination, hors champ, restaurant hors champ.
on va rencontrer Antoine Varderkeen qui s'occupe de tout ce qui est légumes chez eux. Ça y est, alors c'est ici que ça se passe, hors champ. Nickel, écoute, content d'être arrivé. Fameuse montée pour arriver. Elle est déjà pas mal, je t'en prie. On va aller faire sur le bois ou ici? Ouais, tu t'assieds sur le bois, ouais, sur le petit bout de bois là qui reste. Impeccable, ça va? C'est tout moins bien installé? Ouais, c'est magnifique. Allez, nickel. On a déjà un premier défi ici, c'est la grosse chaussée, c'est ça? Ouais, je t'aiderais bien, mais Ouais. c'est le matin. Et après, on se dirige vers le Ravel, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Nickel. Écoute, tu vas m'aider. C'est plus confort que je pensais. On n'est pas encore... Ah ben là, ça a l'air pas mal, là, non? Ouais, on est pas mal. Tac, go. Ouais. Allez, c'est parti. C'est pas mal, c'est pas mal. Génial. Ben, raconte-moi, Antoine, donc toi, tu travailles ici chez Orchamps, qu'est-ce que tu fais de beau Je travaillais chez Orchamps. Ah, tu travaillais chez Orchamps. Ouais. C'est un resto, hein? Orchamps, c'est un resto gastronomique Ouais. ici à Ernage. Et moi, j'ai participé au lancement du restaurant et des jardins du resto. Ouais. Et cette année-ci, on a décidé de mettre les jardins à part. Ok. Donc, en gros, on travaille toujours la blinde ensemble. Ouais. C'est juste que maintenant, je suis à mon compte. Ah, ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc toi, tu t'occupes vraiment de trouver les bons légumes avec les plats, et tu cultives, quoi. Ouais, c'est ça. Cultiver autant de légumes, un peu de fruits Ok. et beaucoup de plantes aromatiques. Des trucs Ah, un peu spéciaux, des trucs un peu loufoques, on va dire. Ah, c'est ça qui rend le plat unique, on va dire. Ouais. Ah, pour certains, c'est des choses qui ont de l'importance. Ouais. Et là, on est on se dirige un peu dans les champs avoisinants. C'est ça. Et tu trouves aussi de temps en temps des fleurs ou des choses que tu peux trouver comme ça dans la nature. Ouais, hein. Ouais. À cette période-ci de l'année, c'est de moins en moins, on va dire. Ouais. Parce qu'on va plutôt travailler les plantes sauvages en début de saison, là où j'ai pas beaucoup de plantes aromatiques à proposer. Ok. Bah ici, t'as encore une explosion parce qu'il y a toutes les fleurs qui arrivent, donc t'as la camomille, t'as la reine des prés qui est en fleurs, t'as tout doucement du houblon sauvage, donc il y a moyen de s'amuser, quoi. Ouais. C'est génial. Donc tu t'y connais à fond dans les fleurs, tu sais quel goût à chaque fleur, quel goût peut se marier avec le plat, tout ça, quoi. Ouais. Bah, justement, j'ai discuté avec un restaurant il y a pas longtemps et je le disais. Ben, en fait, mon délire, c'est un peu de faire comme de la sommellerie, mais avec des plantes, tu vois. C'est d'essayer vraiment de trouver, que ce soit esthétique ou le goût. Moi, je préfère travailler vraiment le goût surtout. Mais trouver la plante condimentaire ou la fleur comestible qui s'approprierait le plus avec un plat, quoi. Ah ouais, génial. Tu vois, ici, t'as... Alors, on a déjà des trucs ici? Ah, il y a plein de camomilles, ouais. Ah bah génial, on va peut-être une fois aller sentir tout ça, non? Oui, on peut regarder. Ah, allez. Bah ici, ça tombe bien parce que t'as déjà plein de trucs, entre guillemets. Ok. Donc t'as la camomille, hein. Ah ouais. Tu vois qu'il y a ce côté assez agrume, qui est apaisante, qui est bourré aussi de bienfaits en plus. Ok. Et donc là, tu prends quoi de la plante? La fleur? Tu ouais, mets... que la fleur. Que la fleur. C'est un peu... c'est des récoltes qui prennent beaucoup de temps parce qu'il en faut vite beaucoup. Ouais. Mais oui, on va venir vraiment juste récolter à la Récolter main. Ah ouais, comme ça, ouais. Ouais. Et tu prends juste la fleur. Ouais, et ça, on fait des kilos par an. Ah ouais. Ouais, donc ça fait beaucoup de petites fleurs comme ça. Ok. Ici, tu as de l'armoise. L'armoise. Ouais, sera, moi je trouve surtout intéressante quand elle sera vraiment en fleurs. Ouais. En bourgeon. Ouais, t'as l'impression que c'est une mauvaise herbe, mais ça se mange, quoi. La camomille pour les agriculteurs, c'est Ouais. une saloperie. Ouais, à fond. Ouais. Et pour moi, c'est du pain béni. Ah non, c'est clair. Ouais. L'instant, pour parler toujours d'Orchamps, on fait un cocktail avec ça. Ok. On trouve que ça a un côté agrume-pomme, tu vois. Ouais. Et du coup, là, on va travailler avec un producteur local. C'est marrant parce que c'est surtout un boulot féminin. Il y a de plus en plus de filles qui se lancent là-dedans, et qui vont vraiment se spécialiser dans les fleurs comestibles, dans les plantes aromatiques et tout ça. La tisanerie, on appelle ça. Ah ouais. Ah bah oui, tout à fait. Parce que une de mes premières saisons, j'ai interviewé Capucine, Steph, qui est incroyable aussi. Ouais. Elle, c'est aussi, je trouve, un mastodonte dans ce boulot-là. Elle maîtrise pas mal. Ah bah tiens, qui voilà. Et Woody. Oh. Eh bah alors, qui voilà. On va plus vite que toi. Qu'est-ce que je fais ici? La même
La même chose, faut aller. Et puis, tu vois, ça c'est jambes. Tu passes Ouais. de 100 mètres à 100 mètres. Complètement. T'as des endroits hyper canons. Hyper canons. Des trucs. Ouais, là je crois que c'est bon. Tu vas me dire, il en faut des grands routes, c'est pas ça. Excellent. Et ton potager se trouve où? Mais... Juste derrière. Juste derrière. On va Une partie du potager. Une partie. On va aller voir ça ou quoi? Ouais. Allez, c'est parti. Et voilà, donc on arrive dans le potager. Ouais. Ton bureau en fait. C'est le petit jardin. C'est le petit, voilà. Ouais. Ça ici par exemple, c'est quoi ça ici? Ça c'est de l'absinthe. L'absinthe, ah ben voilà, tout de suite je me dirige vers l'absinthe. Ça c'est quand même fou ça. Donc là je vais raser et je vais faire un concentré d'absinthe. Incroyable. C'est un peu dur à travailler. Il n'y a pas vraiment d'odeur? Non? Si. Si, ouais? Ouais. À la base j'avais mis ça parce que les Marocains utilisent ça comme substitut à la menthe. Ah ouais, ouais. Festival. Ok. Mon problème c'est que c'est vraiment dur à travailler, que c'est bourré d'amertume. T'as la monarde, qui est une plante américaine. Ok. C'est une plante qui est bourrée de thymol. Donc tu vois comme le thym, toutes les plantes des garrigues de Méditerranée. Ouais. Et c'est génial ça. Ça c'est affolant. Tu vois, t'as les fleurs qui commencent. Et ça, les fleurs elles sont utilisées dans ces coins-là. En infusion tonique et médicinale. Ah ouais. Mais ça c'est splendide. Et c'est pas juste de l'esthétique. C'est ce que je tiens à travailler ici avec la société Terre Gourmande, c'est vraiment travailler du joli, de l'esthétique, mais ça a du goût quoi. Ouais, il faut que ça tabasse quoi. Il faut que ça apporte quelque chose à l'assiette, sinon ça m'intéresse pas. Ça se mange? Ouais hein. Je peux y aller? Ouais, tu peux y aller. C'est sûr hein. Promis, ouais. Il y a 2-3 trucs que je te ferai pas manger comme ça. Parce que c'est un peu... Voilà, j'ai pas encore mangé ce matin, c'est nickel. Ouais, là par exemple c'est un peu piquant, ça. Ouais. Ah ouais. Tu vois, t'as du romarin, t'as du thym, t'as de l'origan même, c'est vraiment... Ah ouais, c'est fort. Ouais. Un tout grand merci pour tes explications et bonne continuation. Merci pour la petite balade du lundi matin. C'était sympa comme tout. Ouais. Allez, à une prochaine hein. Ouais. Ciao. Et voilà, ça y est, prochain stop, la ferme de Beaufort à Saint-Denis. Et là, on a rendez-vous avec Régine, qui a lancé cette ferme il y a quelques années et qui nous attend. Salut Régine, ça va? Impeccable, ben voilà, on y est, ici c'est ta ferme ici. Oui. Extra. Ça fait longtemps que tu es là? Depuis que j'ai marié le fermier. T'as pas eu le choix en fait? Non, mais ça m'arrangeait vachement bien. Parce que je suis aussi fille d'agriculteur et que ça me parlait. Et donc ça fait maintenant, Rose va avoir 29, donc ça fait 30 ans. 30 ans. En fait, ça fera 30 ans cette année. Allez, génial. Bon, on va parler de tout ça dans le vélo. Installe-toi, ouais, mets-toi à l'aise. Si on peut être à l'aise. Oui. On va y aller tout doux. Et le projet, donc c'est une ferme pédagogique, c'est ça? C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. Donc à la base c'est une ferme en activité. Ouais. Jean, mon mari, s'occupe très gaffe aux dodanes. Ouais, voilà, on y va tout doux. T'as vu quoi? Tout en douceur. Je le connais. Mais... Et Jean, il s'occupe de l'élevage, des bovins blanc, bleu, belge. Et des cultures typiques de la région. Et alors moi je suis institut de formation, institutrice primaire. Et du coup quand je suis arrivée ici, très vite je me suis dit ce serait trop bien que ça reste une ferme en activité mais qu'en même temps on accueille les enfants. Et c'est comme ça que j'ai lancé la ferme Péda il y a à peu près 26 ans. Il y a 26 ans, génial. Et chaque année, des nouveaux enfants, il y en a qui reviennent plus souvent ou comment ça se passe? Oui, il y en a beaucoup qui reviennent d'année en année. Donc tu vois leur évolution, sympa aussi. Ils arrivent dans le groupe des poussins, c'est les 3-4 ans. Et là, maintenant, ils sont dans le groupe des chevaux, c'est les 8-12 ans. Mais il y a quand même des nouveaux qui arrivent chaque année. C'est des gens de la région, il y a des gens un peu partout. Donc pour les stages, c'est quand même beaucoup des enfants de la région. Excuse-moi, de la région. Sauf que quand même, il y a des Bruxellois. Il y a même des Bruxellois?
Oui, qui viennent en vacances chez leurs grands-parents, qui passent la semaine chez les grands-parents et qui viennent en stage chez nous. On a quand même pas mal. Mais alors, on reçoit aussi les écoles pendant l'année. Du coup, là, c'est des écoles qui viennent de partout, quoi, de la Belgique. C'est ça. C'est vraiment pour s'initier un peu au métier de la ferme, voir un peu comment ça se passe, donner à manger, tout ce qu'une ferme peut faire, quoi. Oui, donc c'est bien sûr le contact avec les animaux de la ferme, puisque voilà, c'est l'occasion. Mais à côté de ça, oui, on aime bien aussi de les sensibiliser à la production qui vient de la ferme. Donc, tu vois, par exemple, j'ai une remorque aménagée avec un tracteur. Et cet après-midi, on va venir avec eux, on va leur montrer les betteraves, le maïs, et puis alors, on a un beau grand potager, donc on essaye de cuisiner beaucoup avec eux. Et puis là, pour le moment, ils sont en train de nourrir les animaux en prairie. On va faire des bricolages récup. Ça bosse ici quand même. Oui, ça roule quand même. C'est un raccourci en fait. Donc, il y en a qui connaissent et qui viennent par ici. Et donc voilà, c'est très varié. On essaye de répondre à un maximum de besoins des enfants. Et ça, c'est vos vaches? Non, c'est celle de l'abbaye. Ah, celle de l'abbaye. Ah oui, j'ai vu, c'est une énorme abbaye. Je suis passé devant là tout à l'heure. C'est l'abbaye d'Argenton. Ah ouais, elle est encore active? Oui, mais c'est une ferme quoi. C'est une ferme, avec des abeilles, une vraie ferme. C'est une ferme Et donc, il y a moyen de rester dormir aussi dans la ferme? Oui, donc on a créé, comme c'est une ferme en carré, qui a beaucoup de bâtiments et que c'est pas facile à entretenir, enfin voilà, c'est coûteux. Du coup, on a créé 2 gîtes à la ferme. Ah, sympa ça. Et donc, c'est 2 gîtes pour des familles, quoi. Un petit gîte de 4-6 et un gîte de 5-7 personnes. Donc voilà, un week-end avec les enfants. Et en même temps, alors quand on est là, on peut aller voir les animaux, on peut leur donner à manger. On fait le tour avec la famille, on leur montre tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis après, ils sont libres. Voilà. Excellent, ça donne envie ça de revenir avec les enfants. Voilà. Et donc ici, c'est surtout des cultures de quoi? Qu'est-ce qu'on cultive dans la région? Donc ici, c'est ce qui est typique de chez nous. De ce côté-là, tu as les betteraves. Et puis là, tu as le blé. C'est ça, Un peu plus loin, il y a les pommes de terre. Et puis, il y a le maïs. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore plus loin là? Ah là, il y a des fèves des marais. Ça, c'est l'abbaye d'Argenton qui cultive ça. Voilà, puis il y a un peu de lin un peu plus loin. C'est ça. Et alors il y a de l'orge. L'orge qu'on va bientôt récolter. Ça te va si on fait un petit tour dans la ferme pour que tu me montres un peu vite fait à quoi ça ressemble? Ok. Allez, c'est parti alors. Et voilà, prochain arrêt. Ici, on arrive au domaine du Chenois, super connu ici. Le domaine est canon, il y a des vignes splendides. Et on a rendez-vous avec Jean-Benoît. Ça s'est fait vraiment à l'improviste, mais ils ont été super cool. Donc, ils sont là. Et je suis super content de le rencontrer pour en savoir plus sur ce superbe vignoble. Et Jean-Benoît est là. Jean-Bernard, pardon, ça va? Salut, ça va bien, ouais, toi? Impeccable. Ça te dit un petit tour pour qu'on apprenne un peu à mieux connaître le domaine? Allez, c'est parti. Ça marche. Ouais. Donc là, on vient de descendre. Oui. Il faut remonter?
Alors oui, mais je vois que tu as des sacrés mollets, donc on va le faire. Ouais, bon, on va essayer, hein. On n'a pas trop le choix. Allez, nickel. Donc toi, tu t'occupes des vignes ici, ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais, je suis vigneron, moi ça fait une petite trentaine d'années que je suis vigneron, Ok. donc voilà, pas uniquement ici, on a repris le domaine en 2017. Ouais. En 2017, ouais, parce qu'il y a un petit accent là, non? Alors oui, je suis un ch'ti à l'origine, mais parti 20 ans à Bordeaux, donc ça fait un mélange un peu spécial, ouais. Mais sinon belge. Ah ok. Et donc, toi avec ton expérience bordelaise, t'es venu la mettre à l'œuvre ici en Belgique? Ouais, j'ai appris le métier là-bas, et puis, Ouais. ben voilà, on a ici repris le Chaunois, qui était un des domaines pionniers en Belgique sur une viticulture moderne. Ouais. Donc vous faites quoi ici? C'est du vin blanc ou plutôt un peu un mousseux, non? Alors, on fait des vins effervescents et des vins tranquilles. C'est ça. Donc les vins effervescents sont les méthodes traditionnelles. C'est la perle de Wallonie, déclinée en blanc ou en rosé. Et ensuite, on fait des vins tranquilles, donc là, les traditionnels blancs, rosés et rouges. Ce qui est assez unique en Belgique en fait. Complètement, ouais. Et donc, il y a quand même eu un sérieux changement depuis quelques semaines, quelques années, point de vue climatique. Donc, il y a des choses qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire avant ici en Belgique, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a ça, mais ici, le concept de Chaunois n'a pas été bâti là-dessus. Ouais. C'était plutôt de dire on va recommencer une viticulture professionnelle en Belgique et avec une originalité en allant cherchant les cépages résistants aux maladies. Donc voilà, ici on a 14 hectares et 11 cépages différents. Ce qui fait quelque chose d'assez riche et un vignoble très diversifié. Ouais, c'est quasi un des plus grands vignobles en Belgique. Alors pas le plus grand parce qu'il y a en surface il y a des vignobles plus grands que nous. Mais voilà, 14 hectares c'est bien, si tu veux rester vigneron dans tes vignes c'est bien. Nickel. Et comment ça se passe le boulot? Vous avez donc les vendanges, vous appelez des gens en plus, comme c'est toute l'année, comment ça se passe? Oui, le métier de vigneron c'est quand même un métier fort occupé toute l'année, puisque quand t'es pas à la vigne, t'es au cuvier, ou bien dans les papiers ou dans la vente, donc voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Après pour les coûts les pics de travaux, en fait on fait venir des saisonniers. Donc on a notre équipe de temps plein ici, on est à 5 personnes en fait en tout. Et puis après, que ce soit pour les levages, pour les vendanges, on est saisonniers de la province généralement ici, les environs. Les environs, Génial. Et qu'est-ce que ça dit le domaine, il est connu, votre vin il est connu mondialement, juste en Belgique, ou comment ça se passe? Alors mondialement, ça je sais pas encore. Pas encore, on espère. On a une belle notoriété, que ce soit en Belgique, donc sur les trois communautés, Wallonie, Bruxelles et Flandre. Donc oui, on a une belle clientèle et puis on produit quand même de la bouteille. L'an passé, on a produit quasiment 120 000 bouteilles. 120 000 bouteilles aussi. Qu'on vend dans l'année, donc voilà, on a une belle clientèle, des gens qui nous aiment bien. Ok. Qu'est-ce que ça dit cette année? C'est une bonne année avec toute la pluie là qu'il y a eu? C'est pas l'année la plus facile. Non. Pas l'année la plus facile pour tout agriculteur ou vigneron, voilà. Mais c'est comme ça, le millésime est comme ça, on y travaille tous les jours et on en tirera le meilleur possible. Et donc c'est quoi l'appellation, les pieds de vigne, c'est comment on appelle ça? Alors on a 11 cépages différents, donc c'est 11 variétés différentes. Voilà, je vais t'en citer quelques-unes, je ne vais pas te citer les 11, mais du Solaris, du Johanniter, du Régent, du Bronner, du Sauvigné Gris, voilà. Ça ne dit pas grand-chose, mais ça tant que c'est normal que ça ne dise pas grand-chose, puisqu'en fait on n'a pas pris les cépages qu'on cultive partout sur la planète, c'est-à-dire le Chardonnay, le Pinot Noir, le Merlot, tous ces cépages que tout le monde connaît. C'est ça, ça c'est un choix des Ouais, tout à fait. C'est la philosophie du domaine, c'est ce qui nous permet d'être en bio en fait. Donc il n'y a pas de produits chimiques de synthèse sur notre vigne. Voilà, c'est important pour nous. Complètement, il y a vraiment une philosophie derrière tout ça, quoi. Oui. Tu m'as dit les vendanges en septembre. Ouais. C'est ça? Tout à fait. Ben là, si tu veux te rapprocher, tu vas voir un peu à quel stade est la vigne. Oh là, c'est tout petit, on dirait des petits bébés, quoi. Exactement. Tu peux voir, en fait, tu vois toutes les étamines, les petites barbes blanches, on va dire ça comme ça. C'est la floraison, en fait. Donc la vigne fleurit, là. Et là, qu'est-ce que vous faites comme travail, alors
Alors nous, comme on est en bio, évidemment il n'y a pas de désherbage au sol avec des produits chimiques, donc on travaille les sols, on entretient la partie enherbée. La vigne c'est une liane, donc tu la vois droite là comme ça, ça n'est pas un arbre ni un arbuste, donc elle ne se tient pas toute seule, ça veut dire que sans les fils, c'est ça. Tout ça elle est par terre en fait, donc nous on peut la tenir. Il faut la tenir. Voilà, ça c'est le travail de la saison ici maintenant. Et puis alors après évidemment quand c'est le vin et les raisins, on vinifie. Quand c'est l'hiver, on taille la vigne, puisqu'il faut revenir à chaque fois au bois de l'année. Voilà, des tâches, il y en a plein. Il y a plein de trucs à faire. Super, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Écoute, une bonne récolte, un vigneron il demande toujours beaucoup et bon, donc voilà, on va signer pour ça. Allez, c'est parti. Un tout grand merci en tous les cas, c'était super sympa. Super, parfait pour ta visite. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Salut. J'arrive à Namur, il y a tout de suite plus de monde. Ça y est, je suis à Namur, le cheval Bayard, voilà, je suis bien à Namur, l'emblème de Namur. Je suis tombé complètement par hasard dessus, donc il est là et je suis à côté, c'est génial. Ia, splendide, la citadelle, ia, content d'être là. Et voilà, ça y est, j'arrive à Namur, là, au centre hangar, où il y a plein d'artistes super intéressants qui travaillent ensemble. Et là, je vais interviewer Juliette pour mariage, qui fait du vitrail. Et voilà, trop content de la rencontrer ici dans son hangar. Salut Juliette, ça va? Alors, ça y est, c'est ici l'hangar. Ouais, c'est là. C'est quoi cet hangar en fait? C'est un centre collectif. Chacun a son espace de création, de travail. Et on partage, on mutualise les espaces communs comme la cuisine et le reste. Excellent, donc tu as plein d'artistes qui travaillent là, quoi. Exactement, on a plusieurs artisans, on a des luthiers, des graphistes, des gens qui travaillent le bois, des gens qui font des bijoux. Et voilà, donc chacun en fait travaille indépendamment dans son activité et ça arrive des fois que ça se joue ensemble, quoi. Génial. Se donner des coups de bain, se filer des filons. Donc, Extra, écoute, tu vas me raconter ce que tu fais, ça te dit un petit tour dans la région, on va dire. C'est parti, installe-toi. Accroche-toi. Ça va? T'es plus ou moins bien installé? Je suis extrêmement bien installé. Là, je sais pas du tout où je vais, donc je te fais confiance. On va aller vers le rallye. C'est un petit endroit facile à faire du vélo, mais aussi plein de végétation. Et ça se met bien. Et donc, comme c'est les vacances, je crois que ça va être cool. Excellent, excellent. Et toi, tu fais du vitrail. C'est quand même particulier, ça? Je suis vitrailliste. Vitrailliste? Ouais, c'est le mot que j'ai trouvé, que plusieurs ont trouvé, pour en fait parler du fait de faire la restauration et de la création de vitrail. Donc tu fais les deux, tu restaures et je crée des vitraux. Et tu crées, Exactement. Donc où est-ce qu'on trouve surtout les œuvres Les premières venaient des églises, on va dire. Et puis ça s'est plutôt après démocratisé chez les particuliers. Des fois on utilise le vitrail comme pour se mettre une distance avec l'extérieur. Donc alors je sais pas si on va arriver à en voir ici dans les rues ici, mais quand tu veux avoir à la place d'avoir un rideau, tu peux mettre un vitrail en luminosité. C'est pas bête, ça va. Ça se faisait beaucoup avant, surtout. Oui, beaucoup. En fait, beaucoup dans les églises, en fait, tout ce qui est pour raconter les histoires en fait qu'on retrouve à la fenêtre. Les gens venaient dans les églises en fait pour se lire des histoires, raconter l'histoire de la Bible, les épisodes, pour voir les saints, pour faire des représentations. Et puis après, il est arrivé aussi dans les maisons, chez les particuliers. Petit à petit avec l'art déco, l'art nouveau, ce sont les grands mouvements phares en Belgique qu'on a pu retrouver. Et ça, du coup, on a des fois des créations à faire pour des gens qui ont envie d'une création entre deux pièces ou alors pour éviter une visibilité avec l'extérieur. Et donc ça, on peut en retrouver quelques fois là dans les maisons. Des fois, ça se retrouve. Voilà, par exemple, là, la petite fenêtre. La petite fenêtre, on peut mettre un vitrail dans le bas, quoi. Tout à fait. Ça peut se mettre dans ce genre d'endroit-là. Et il y a moyen de
tu fais un dessin à l'avance, d'être super créatif, comment, avec les couleurs. Alors je fais un dessin, mais alors j'ai besoin que les gens me donnent un peu leurs inspirations. Me disent voilà quel vitraux ils aiment bien, donc je fais d'abord un dessin au calque, et puis alors je viendrai, ils vont choisir les couleurs, on va choisir les verres ensemble, on va choisir les couleurs. Donc c'est tout droit. Voilà. Ça monte un peu plus. Et donc après, je fais le dessin, mais alors c'est pas sur une base blanche, on part toujours d'un dessin original, voilà, de plusieurs compositions. Une passion, par exemple, moi je te fais un dessin de vélo, tu fais un vitrail sur le vélo. J'aurais dû en faire un pour mon père qui faisait aussi beaucoup de vélo. Ah ok. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît, on connaît, mais on se dit que c'est un peu inaccessible, quoi. On se dit, ça a un peu une image assez vieillotte, quoi, des églises, etc. Et pourtant j'en fais des créations, donc ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont intéressés d'en avoir, quoi. C'est ça. En fait, des fois, les gens, mais quand ils connaissent mon métier, ils commencent à avoir les idées d'avoir un vitrail. Ah, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre un vitrail là. Tout à fait. On n'avait pas pensé spécialement avant. Tiens, en fait, j'ai un vis-à-vis là, ça me dérange. Tiens, on fait une séparation, on va amener plus de lumière. Mais après, comme je dis, l'accessibilité, elle peut être aussi que une fois qu'on fait une création, elle va durer normalement toute une vie là. Le vitrail, même quand je restaure des vitraux, quoi. Donc on peut aller, on fait une restauration. Le vitrail il est abîmé, le plomb se relâche, on le restaure et après, au bout de 100 ans, on a besoin de le restaurer. Donc les gens, en fait, quand ils restaurent un vitrail, c'est pour une vie. C'est ça. Peut-être même leur descendance. Donc vaut mieux bien réfléchir au dessin que tu vas avoir, quoi. Exact, oui, tout à fait. Si tu changes de passion tous les mois, ça va être compliqué, quoi. Normalement, le vélo, je crois que ça a l'air d'une bonne passion. Une passion à vie, Ancrée. Voilà. Oui, mais voilà, pour les restaurations aussi, il y en a qui hésitent, disent ah mais on sait pas, ça coûte cher. Et je dis oui, ça coûte un prix, mais c'est-à-dire que c'est le prix de l'artisanat. C'est ça. Donc en fait, on le fait quelque part, c'est soit pour soi, mais aussi quelque part pour les générations à venir. Et ça dépend du cachet du vitrail. Il y a des vitraux qui en valent vraiment la peine parce que ce sont des vieux verres et que ça nécessite de faire une restauration, tandis que d'autres, c'est moins intéressant, on va dire. Alors, faisons une création à la place. Et j'avais une question par rapport, parce que c'est un métier très précis, parce que ça se casse assez vite, non? Comment tu travailles du verre comme ça? Alors le verre, ça s'utilise avec un outil qui s'appelle le coupe-verre, qui est une espèce de comme un stylo au bout duquel il y a une petite roulette. Cette roulette doit faire une brisure dans le verre, donc à nous ça va rien nous faire du tout, mais au verre ça va lui faire une entaille. Donc cette entaille qu'on vient en fait comme un peu avec les carrelages, on fait un peu le même principe. Et donc cette brisure qu'on va faire va amener à ce que ça va permettre à faire fendre le verre et là on peut découper le verre. Alors la technique c'est qu'il ne faut pas trop que le verre soit pas trop épais, c'est entre 2, 3, 5 mm max parce que là ça commence à être beaucoup trop rigide et que ce soit un verre qui est découpable. Il y a du verre comme non, c'est pas du verre de table basse, c'est pas du verre trempé, c'est du verre de table basse, c'est des verres artisanales et donc il y a des reliefs et voilà, là l'artisanat fait que je sais découper le verre de plusieurs formes différentes. Quasiment toutes les formes différentes. Toutes les formes différentes. Et toi, tu vas poser aussi ton vitrail chez les gens Je fais la pose et la dépose des vitraux. Donc c'est le plus facile parce qu'en fait, moi je sais comment manipuler le vitrail. Tandis qu'avec des particuliers, parce que c'est souvent c'est chez personnes-là que je vais, ils savent pas l'utiliser, ils savent pas le prendre. Et le vitrail, en plus, comme il est dans son cadre, si c'est que je pense à une restauration là, et donc je vais enlever le mastic qu'il y a autour, il va être un peu mou, on va dire, par sa vieillesse. Et donc il faut avoir le bon geste pour pouvoir faire la dépose et après la pose aussi parce qu'on vient l'insérer contre un double vitrage ou c'est pas rien, quoi. Écoute, c'est un métier super intéressant. Oui, absolument. Ça te va si on va une fois un peu filmer, un peu voir un peu à quoi ça ressemble? Oui. Et limite me faire essayer un truc. Tu veux couper du vitrail? Couper du vitrail, quand je rêve de couper du vitrail. On sera plutôt du verre, mais. Du verre plutôt, du verre, quoi. Ça te va? Ça me va très bien, quoi. Allez, c'est parti alors. Tu dois tenir ça un peu comme un stylo, voilà. Tu vas d'un point A à un point B. Tu entends ce petit son gentiment. Tu ne vas pas aller plus fort que ça. Tu vas comme si tu voudrais la casser en deux. Ah ouais.
Ok. Voilà, regarde, on voit même la citadelle au loin. C'est pas beau ça? Si, regarde, des gens super sympas, Namur. Ouais. Salut. Et on continue notre périple. Très très content d'être là. Et voilà, la citadelle, elle est là. Allez, c'est reparti, troisième étape, direction Sydney. On a fait un bon petit dodo ici. J'ai dormi dans le jardin commun de la maison de Juliette. Super sympa. Il y avait une piscine naturelle, j'en ai bien profité. Et maintenant, en grande forme pour attaquer cette troisième étape, direction Sydney. Il y a quand même 46 bornes, mais on est en forme. Allez, c'est parti, let's go! Allez, go ici! Bonne grosse montée, bien longue. Ça réveille. Et voilà, arrivé à Dinan. Juste de passage, je ne vais pas rester longtemps, mais je suis à Dinan. Et il me reste encore pas mal de routes jusqu'à Sydney, oui, mais Sydney c'est assez loin encore aussi. Il y a 20 bornes, mais ça fait que monter. Ça va aller. Ça va aller, ben oui, ça va aller, d'office. Isabelle, on arrive. C'est sympa ici quand même. Vous voyez les montées pour aller vers le garage là, pour monter des montées. Ben voilà, ben c'est ça sur toute la route avec un vélo cargo. Yes! Allez, on y croit. On pédale, mais ça va aller. Ça va aller, come on! C'est ce genre de montée juste devant nous là. Tu crois que t'as fini? Il y en a encore une. Allez les gars, on y croit. Cargo TV, en tour. Quelle drôle d'idée quand même. Mais c'est... Waouh. Voilà, j'arrive à Sydney, trop content d'être là. Je me suis fait un pote, Emre. Bonjour. Salut, salut. Et Emre, il va jusqu'à Bâle. Vous vous rendez compte? En 4 jours. Emre est bien super sportif ou super positif, optimiste. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Et voilà, on a fait quelques kilomètres ensemble. Et lui continue encore, une longue route. Et moi, bah voilà, Sydney, c'est mon prochain stop. Et voilà, on arrive à notre prochaine destination, Lénion. Trop content d'arriver, c'était la folie. C'était vraiment, ça faisait longtemps, je n'avais pas fait autant de montées de ma vie, mais vraiment trop content d'arriver. Et j'espère qu'Isabelle est là. Et elle est là, génial. Isabelle, tu m'as pas dit que ça montait non-stop chez toi? Ah, excellent, excellent, je dis pas non.
Ah, génial, merci. Pas trop dur? Ah, bah écoute, c'était quand même sportif, hein? Ouais, j'ai l'impression que... Ouais, c'était... Ah non, ici, on nous sollicite. Mais c'est vrai que j'étais pas au courant que c'était si haut et si vallonné ce coin. Si. Bon, maintenant, c'est joli, hein? Maintenant, je le sais, ouais. Oui. Mais il faut être préparé, on va dire. Mais je vois que là, maintenant, toi, tu voyages bien, donc... t'es préparé. Ah ouais, elle a fait un bon petit tour. Trentaine de degrés, là. Je viens de Namur. Ah oui, quand même. Hein. Installe-toi, Isabelle. C'est parti, on se fait un petit tour. Bon, j'y vais. Voilà, accroche-toi bien. Allez, c'est parti? T'es bien installé? Allez, c'est pas fini encore, ça remonte. Mon pauvre. Ça s'arrête jamais ici, hein? On est sur live et en direct de comme ça en face de toi pour te voir souffrir. Est-ce que toi t'es bien installé? C'est le principal. Ah bah génial, génial. Raconte-moi un peu, Isabelle. Ici, on est quand même loin de Bruxelles. Normalement, t'es à Bruxelles. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah, comme tu as pu le constater, ce que je fais ici, bah, voilà, c'est magnifique. On est bien dans la campagne. On est loin et pas loin de Bruxelles en fait. C'est ça, hein, ouais. C'est une petite heure, on va dire, de Bruxelles. Donc, ouais. ça va, Ça va. Non, mais c'est vrai que tu fais ici, le coin est juste incroyable. C'est vraiment incroyable. Ouais. Ce changement, c'est vrai que ça paraît vraiment un tournant. Ah, c'est ça. Ouais. Honnêtement, je crois que c'était à la période aussi de ma vie où ça me convient très bien. Ok, t'avais envie de changement, un nouveau projet, c'est ça? Oui, le projet, je l'avais déjà vu, je connaissais bien les propriétaires du domaine. Ok. Et voilà, ils me l'avaient déjà montré, mais bon, à l'époque, j'étais assez occupée à Bruxelles. Ok. Et quand ils m'ont remontré l'année dernière, voilà, ça a pris tout son sens en fait. C'est magnifique. Le projet global, il est top aussi. Il est top. Complet. Et refaire vivre du patrimoine, c'est génial. C'est ça, ça c'est tout un projet, quoi. C'est pas juste. C'est pas juste un restaurant. Un resto, il y a tout un projet autour. Ouais. Et toi, t'es une chef coq. Ouais. On va dire ça. C'est déjà un super beau métier qui demande beaucoup de travail. C'est pas du tout évident comme métier. Ça, je m'en doute. Un travail de passion. Un travail de passion. Un peu comme pédaler sous trompe. Ça fait combien de temps que tu fais ça et comment est née cette passion chez toi? Je sais pas très bien par où je vais. Ici à droite? Tout droit encore. Allez, tout droit. C'est parti, ça monte pas trop, ça va. Non, ici ça va se calmer. Et donc vraiment une passion qui est née depuis longtemps? Ouais, non, c'est vraiment. Et chez moi, c'est vraiment né, je vais pas dire par hasard, mais presque. Voilà, j'ai pas du tout étudié ça. Ok. Et oui, ça m'a passionné, la matière, le travail des matières, les produits, la beauté de ce métier, le travail en équipe aussi. C'est vrai que c'est... La création, voilà, c'est tout un ensemble qui a fait que j'ai complètement changé d'orientation. Ok. Tu faisais pas ça avant? Non, je faisais du droit, de la finance. Allez, donc vraiment... Changement de... Un peu comme maintenant, voilà, un changement comme ça qui s'est opéré, mais c'est vraiment sans regret. Hein, donc je suis hyper heureuse de faire ça. Génial. Et donc toi tu fais, tu as une entité à Bruxelles, donc là tu fais des repas pour des sociétés, etc. En fait je fais de l'événementiel. L'événementiel, voilà. Je travaille plutôt avec des sociétés d'événementiel et moi je signe les menus, on va dire. C'est ça, donc je fais beaucoup de corporate, quelques dîners privés, voilà, pour des clients, des bons clients, des amis clients. Et puis après, le reste de mon temps, c'est-à-dire beaucoup, je suis... T'es ici. Tu viens pas à vélo ici de Bruxelles, non Non, rassure-moi. Non, moi je suis pas... non, t'es pas aussi courageuse, on va dire. Et je pense que ça me ferait du bien, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. La météo n'a pas été très propice. C'est ça, on a quand même pas mal de chance. Il fait juste canon ici en Belgique. Et ça fait quand même du bien. Oui, je vois que ça fait. Mais ça fait, non, même si on a chaud, ça fait, on va pas se plaindre, ça fait tellement longtemps qu'on attend le soleil, donc voilà. Comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ta cuisine, comment ça évolue? L'avenir, je le vois complètement, ma cuisine complètement, je veux dire, fondue et qui part de tous
des petits producteurs que j'ai pu trouver ici dans la région. Ça, c'est vraiment super aussi d'avoir cette proximité des producteurs. C'est un peu plus compliqué à Bruxelles. On peut l'avoir évidemment, mais tu arrives à les voir, aller toi-même, y avoir le temps parce que tout est proche, tout qu'on fait. À fond. Dans les fermes ou chez les éleveurs. Ça, c'est vraiment un privilège en fait. C'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps et qui était difficile à mettre en place à Bruxelles par manque de temps, et aussi voilà, il faut une équipe un peu solide qui laisse le temps pour pouvoir aller prospecter chez les fournisseurs. C'est pas évident, hein, Bruxelles, beaucoup de temps pour sortir et rentrer. C'est vrai qu'il faut optimiser au mieux, et donc t'as pas le temps de faire tout ça. C'est difficile. Donc ici, on a vraiment pu mettre en place tout ce dont on rêvait à Bruxelles en fait. Ah ouais, génial. C'est vraiment ça. Le potager, les boissons, faire un petit laboratoire. Il y a tout ça ici. Pour faire des vinaigres, la brasserie. Ça donne envie de découvrir cet endroit quoi. Surtout qu'on a des chambres. Il y a des chambres aussi. Sympa ça, sympa. Les chambres, moi je suis sous tente, donc une chambre ça fait longtemps que j'en ai plus vu, mais bref. Non mais tu peux, on va te laisser sous ta tente. Sous la tente. C'est un peu le concept, non? C'est un peu le concept, c'est vrai. On verra ça. Si vraiment tu changes d'avis, il n'y a pas de souci. Génial. Génial. Est-ce que ta cuisine, comment est-ce que tu pourrais la définir? C'est quelque chose de... C'est des goûts qu'on n'a jamais, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, c'est beaucoup de légumes, c'est des choses... Comment est-ce que tu pourrais définir un peu ta cuisine? C'est un peu ça en fait, c'est assez personnel. J'ai plutôt une cuisine de produits, mais par exemple j'aime beaucoup les épices. J'ai voyagé pas mal, donc j'ai quand même appris. Il y a beaucoup de goûts de produits de pays étrangers, que ce soit l'Asie, l'Orient ou l'Amérique du Sud. Et donc j'aime bien utiliser toutes ces connaissances-là et tous ces produits-là en fait, et travailler ça tout en ayant ici beaucoup de local, des légumes. On a un potager qui commence à donner là, donc c'est assez sympa parce que voilà, c'est la première année. On a pas mal de choses. Et puis je travaille vraiment comme ça, en fonction des saisons, des produits dispo. Je construis la carte autour de ça. C'est ça, c'est vraiment de saison. J'adore se promener ici le matin quand il fait moins chaud. C'est canon, hein. Cette route est juste magnifique. Salut les scouts! Sans sieste à mon avis. Chipmunk Rainbow! Pas de blague, hein? On y va ici, hein? T'es sûr? Est-ce qu'on va? Après il faut remonter. Ah oui, après il faut remonter. Si tu veux, on va faire demi-tour alors. On va faire demi-tour. Est-ce que tu crois que tu pourrais me faire un plat? Quelque chose? Je suis pas super doué en cuisine, mais si tu me dis ce qu'il faut faire, je crois que ça pourrait le faire. On va faire quelque chose de super simple alors, parce que comme aujourd'hui c'est mon jour off, on va se faire un petit truc comme si on allait manger comme ça dans le jardin, tu vois, mais franchement rien de compliqué. Ah génial, bah écoute, je suis preneur. Parce que même pour toi, et je t'aime beaucoup, mais je vais pas travailler aujourd'hui. Génial, un grand merci Isabelle. Sympa comme tout. On va aller goûter tout ça maintenant. On va se faire ce petit plat. On va se faire ce petit plat, avec grand plaisir. C'est parti. On peut, oui. Et sinon, ma tomate. Petit fromage de chèvre. Un canon. Voilà, de là. Et là, on va... Ah, tu le mets dedans, quoi. Ouais. Comme une tomate farcie. Ça va donner... Mais ça, ce sont pas des cubes, ce sont des cubes. C'est du jardin. Ouais. J'adore. Ah, voilà. Ça, c'est la fleur. Ouais. Mais vraiment, ça, par exemple, en termes de goût, c'est hyper intéressant. Ok. On vient mettre comme ça ici. Ouais, c'est beau. Voilà. Déçu, tu vois pas de la nuit, parce qu'on va pas utiliser tout le monde. Donc Regardez comme c'est beau. Écoute, j'ai appris plein de choses encore ici. Un tout grand merci Isabelle, c'était génial de te rencontrer dans ton environnement ici, qui est juste dingue. Et bravo pour ce projet. Et je te souhaite tout le bonheur, tout ce qu'on peut rêver pour avoir dans la vie et pour le futur, on va dire. Merci. Merci, génial. Je crois que j'ai évité le pire. Merci l'auberge de Lignon de m'avoir accueilli ce soir. Regardez ce que vous m'épargnez. Allez, c'est reparti.
Après une super nuit à l'auberge, on part direction Avelange. Je quitte Légnon et ben voilà, je me reprends déjà une petite montée. C'est reparti. L'aventure continue. Yeah. Ce que je fais, je mets des gens dans mon vélo cargo et je les interview. Vous savez si on arrive jusqu'à Durbuy ici? Normalement oui, parce qu'il y a des panneaux là-bas qui viennent vers Durbuy. Ouais. Et voilà, toujours sur le gravel. Ben, c'est nettement plus plat. C'est toujours tout droit. Entre les arbres, dans la forêt. On est plutôt bien là. C'est quoi ce truc? Je sais pas du tout où je suis. Et là, je suis paumé de chez paumé. Mais je sais que je vais direction à Blanche. Mais le chemin, juste impraticable. Je pousse. Je sais pas où je vais. Je suis paumé de chez paumé. Regardez-moi où je suis. Wouhou! Y'a quelqu'un? Mode 4x4 ici. On passe à travers tout. Wouhou! Une route. Génial. Allez. À 3 km d'Avelange, Porcheresse et de notre prochain arrêt chez Gauthier le boulanger. Et voilà, on arrive à Porcheresse, pas loin d'Avelange, et on a rendez-vous avec Gauthier, un jeune boulanger qui a lancé une boulangerie qui s'appelle la Gringe de Gauthier. J'espère que je prononce bien. Et le voilà. Salut Gauthier. Salut. Ça va? C'est la Gringe, hein? La Grigne. Ah, la Grigne. La Grigne comme grignoter. Grigne. Ben voilà, écoute. J'ai appris un nouveau mot. Ben voilà, ben c'est un mot un peu technique, oui, boulanger. Et la grigne. C'est la signature du boulanger, la signature, le dessin. C'est ça quoi qu'on fait sur le haut du pain. Mais écoute, installe-toi. Ouais. Et on va faire un petit tour jusqu'à ton village. Ça marche. Où est-ce qu'on est alors ici? Bah donc ici on est à Porcheresse, hein, au milieu du Condro. Ouais. Voilà, une belle région. C'est canon, hein. Je suis venu par le Ravel là, de Ciney. Ouais. Et puis après j'ai fini par des bons chemins en terre. Donc voilà, j'ai bien découvert la région en tous les cas. Bah oui, c'est très beau. Nous aussi on est des adeptes de vélo. Alors ici ça monte et ça descend pas mal. C'est clair. Voilà, ça se un peu, mais c'est très joli. Génial, le charme de la région. Et alors toi tu t'es lancé, donc tu as ta propre boulangerie, c'est ça? Tout à fait. Il y a longtemps, comment ça s'est passé? Et alors, je vais fêter mes 5 ans là en septembre. Bravo. Voilà, et là je viens de construire un tout nouvel atelier à la maison. Ok. Avant je louais un atelier mais juste à côté, parce qu'on habite ici à Porcheresse, mais on est juste à côté d'un habitat groupé. Ah ouais. C'est ce qui nous a fait venir un peu ici. Et voilà, et donc tout nouvel atelier là depuis le mois de novembre, je suis dedans, c'est tout récent. Ok. Et voilà. Et donc tu fais toi-même ton pain tout seul et tu livres dans la région quoi? Voilà, c'est ça. Donc je travaille seul, donc en tant qu'artisan. Ouais. Je fais du pain au levain naturel avec des farines bio. Vraiment je vais chez des agriculteurs ou meuniers, mais c'est beaucoup des agriculteurs qui ont un petit moulin à la ferme. Okay. Pour travailler des variétés qu'on dit anciennes ou non hybridées, qui sont
plus digeste au niveau des gluten et tout ça. Donc il y a vraiment une recherche d'un bon pain sain avec des farines locales et bio. Et donc oui, je travaille seul. Ça c'est un souhait aussi. Et puis et alors je fais un marché, le marché d'Avlanges, le mardi après-midi. Et je vends aussi à l'atelier le vendredi. Et sinon en effet je fais 2 livraisons semaine, le mardi et le vendredi, où je vais livrer, je vais dire les petits magasins bio du coin, le magasin à la ferme, j'ai des partenariats avec des maraîchers aussi, voilà, magasin de vrac et ce genre de choses ici dans le coin, la coopérative locale. C'est extra, c'est un métier super varié, donc tu es en production dans ta boulangerie et après une fois qu'il est fait, tu vas délivrer, tu vois plein de monde. Voilà, et donc clairement il faut plusieurs casquettes, déjà en tant qu'entrepreneur, gérer son business et tout, et puis oui, donc en tant qu'artisan, je suis seul à l'atelier, j'ai la visite de mes enfants et voilà, et là je cherche un peu un stagiaire aussi pour m'aider un petit peu et surtout pour apprendre aussi, partager mon savoir-faire, parce que j'ai appris comme ça, donc j'ai envie de pouvoir faire la même chose avec un jeune. Exactement. Bon, voilà, la demande est lancée ici, donc si jamais il y a un jeune qui veut se lancer, vous appelez Gauthier. Voilà, tout à fait. Et donc oui, ça je disais, plusieurs casquettes, mais c'est aussi, donc autant je suis seul à l'atelier, autant aller dans les fermes, etc. Je vois du monde, je vois d'autres chouettes projets, des chouettes initiatives locales et tout ça. Il y a plein de trucs qui se passent ici. Il y a plein de trucs qui se passent, et ça on est vraiment dans une région très riche à ce niveau-là. Et puis après aussi sur le marché d'Avlanges, c'est la place du village, c'est la place d'Avlanges. C'est vraiment un petit commerce de village, on connaît un peu tout le monde, on se tutoie, c'est hyper sympa. Et donc voilà, et ça moi c'est quelque chose que je veux, c'est être en contact avec le client, parce que c'est bien de faire un bon pain, mais voilà, tout seul à l'atelier, là on rencontre du monde, et puis on peut partager un petit peu, j'adore raconter des petites histoires autour du pain, c'est quoi un pain simple, pourquoi on le fait comme ça, tiens on parle du gluten, que c'est pas bien, et tout ça, comment, expliquer un petit peu, les pour et les contre, mais surtout les bienfaits d'un bon pain. Tu sens vraiment une évolution dans la manière de manger du pain des gens avec les allergies? Tu parlais de gluten, tu sens vraiment que les gens sont en demande de ce genre de nouveaux pains entre guillemets? Oui, c'est ça entre guillemets, mais oui, clairement. Clairement, parce que les gens savent pas tout, parce qu'on très vite on leur parle que le gluten c'est pas bon. Parce que le gluten, on peut en parler pendant des heures. Donc on descend ici? Ouais, tu peux descendre par là. Par contre après il faudrait remonter. Non, ça va, on peut tourner, ça monte pas trop. Ça va, t'as des bons frères? Il faut quand même un peu de bruit, mais ça fait quand même quelques journées qui marchent. Ok, ça va. C'est surtout celui de droite. Ok. Voilà. Mais donc ce que je disais, oui, c'est ça le gluten. Mais oui, il y a une recherche de ça, parce que en fait, le problème du gluten, c'est qu'on en trouve partout. C'est un ajout qu'on met dans des plats préparés, dans des charcuteries, parce que le gluten, c'est un peu un élastique, c'est du chewing-gum, donc en fait c'est une super matière, entre guillemets, au niveau vraiment de la texture. Et donc on en met partout, et donc voilà, maintenant tu peux prendre le petit par là, le petit gravel. Heureusement que t'es là. Voilà, oui, je regarde. Mais ça va, je me sens à l'aise. Ça va aller? Est-ce qu'on sait faire une marche arrière ici? Tu veux que je descende? Non, ça va aller, ça va aller. Ça va. Il est costaud lui. Voilà, costaud le gamin. Voilà, et là tu vas tout droit, on va se retrouver de nouveau. Nickel. Et donc oui, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et là, le pain au levain naturel, avec des variétés locales en bio, mais surtout des variétés anciennes, en fait répondent à pas mal de questions des gens. Et voilà, les gens sont curieux de ça aussi. Et en recherche de ça, il y a vraiment eu un gros boom au niveau avec le Covid. Là, ça a un peu diminué, mais on sent qu'il y a vraiment un attrait pour ce genre de produits. Et tu es content de t'être lancé tout seul? C'est vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui était important pour toi de te lancer comme ça? Donc il y a un moment, en fait, tout naturellement, ça fait naturellement. Allez, c'est le moment, ça va aller, voilà. Et voilà, et tout s'est mis, je vais pas dire tout seul, mais j'ai eu la chance de pouvoir commencer en couveuse entreprise.
Et donc, génial. Et puis là, on se demandait quoi. Oui. Et là, tu as construit ici ton atelier. Ici. Voilà, c'est ça. Génial. On va aller voir ça. Tu crois que tu peux me faire goûter un petit pain? Oui, bien sûr. Allez, bien sûr, on va faire ça. Génial. Qu'est-ce que tu vas me faire goûter? Alors, je vais te faire goûter le Billy Boost. Le Billy Boost. Le Billy Boost. Alors, allez, let's go pour le Billy Boost. Juste pour la petite histoire, le Billy, pourquoi il s'appelle le Billy? Parce que, en fait, on habite la rue Albert Billy. Ouais, complètement. Ouais. Et donc, le froment naturel, c'est le Billy. Le froment avec les graines, d'où le côté boost avec les graines. Il s'appelle le Billy parce que je me dis peut-être qu'un jour, ce sera le pain traditionnel du village. Voilà, d'où son petit nom, le Billy. Extra des... Et donc ça c'est... Il y a quoi là-dedans dans ce pain? Donc c'est un pain de froment au levain naturel. On est sur une farine demi-grise qui est cultivée à la ferme de Corioul, c'est à Cesse, donc c'est pas très loin, c'est pas loin. Voilà, c'est un petit pain qui a été fait hier, que j'ai vendu aussi sur le marché d'Avranches. Et mais voilà, il est encore tout à fait extra. Des petits bouts. Génial. Allez, santé. Hein, santé, voilà. Très bon. Voilà. Super. Allez, j'en prends un. Ouais, vas-y. Hein. Extra. Merci Gauthier, c'était sympa comme tout. Merci à toi. À fond, c'est bien sympa. Et j'espère à une prochaine. Au plaisir. Au plaisir. Ouais. Ciao. Salut. Et ça y est, on arrive à Buzin. Prochaine destination. Prochaine personne qu'on va interviewer surtout, c'est Renette qui font du jus de pomme. Voilà. Première grosse brache d'éviter. Ça coupe le sec. Trop content d'être à l'abri. Et voilà, on est à Buzin. Ma prochaine invitée s'appelle Cécile. Elle fait toutes sortes de jus. Il y a plein de vergers ici. Et donc on va à sa rencontre et elle est là. Salut Cécile. Salut. Ça va, installe-toi. Yeah. Ça se passe? Écoute, ça se passe. On est vraiment au centre des vergers. Il y en a partout ici dans le coin. Ah ouais, il y a des vergers là, il y en a là. Enfin ouais. La totale. Ici on est sur le site de Buzin. Ok. En fait chez Bruno Grendel que tu as rencontré. Ouais. Et qui fait le projet mouton. Ouais, le projet mouton, super projet. C'est ça. Et en fait ces moutons, ils pâturent ces vergers. C'est une manière d'entretenir. Donc c'est un vrai écosystème entre les deux. Et ici en fait c'est aussi le siège des activités de Renette & Co. Donc Renette & Co c'est une coopérative de producteurs qui se retrouve autour du verger, mais du verger aux tiges. Le verger aux tiges, ce sont des grands arbres. Quand on s'imagine un verger avec des animaux en dessous, c'est le verger aux tiges. C'est pas ce verger, le verger Bastille, c'est celui qu'on retrouve du côté de Warren, dans le Limbourg, avec ces arbres tous les 1 mètre, qui sont parfois avec des filets, etc. Et nous, en fait, on se retrouve autour de ça parce que les vergers aux tiges, c'est ce qui permet d'avoir 0 traitement sur les fruits. Donc nous, on propose des produits qui viennent avec des fruits sans traitement. Complètement naturel quoi. Pas de cuivre, pas de soufre, parce que voilà, même en bio, il y a quand même une vingtaine encore de traitements par an parfois. Et on propose des variétés anciennes, donc à la fois en fruits frais pendant toute la saison, en fait de septembre à décembre. Et puis en fait le reste de l'année, pour pouvoir en fait continuer à avoir tous ces bienfaits de la pomme, de la part de ses fruits, on propose d'autres produits. Ça peut être du jus, de la compote. En jus, on a une gamme de pommes poires, pommes quoi. On est en train de la développer avec des pommes fraises, etc. Et ça donne envie de goûter tout ça. T'inquiète, c'est prévu. Ça me donne soif tout ça. Génial. Bah oui, parce que tu pédales, mais je pédale, mais j'aimerais bien boire un coup de temps en temps. Ça c'est possible. Et là, un des trucs, on est très content, c'est que cette année, on va développer du fruit séché. Donc il y a beaucoup de gens qui mangent de la mangue séchée, des figues séchées, etc. Mais bon, ça vient de loin, c'est un peu dommage. Complètement. Et avec tous ces pommiers séparés, on aimerait bien faire de la pomme séchée, de la poire séchée. Excellent, pour les enfants, c'est ce genre de truc. Pour les snacks sains, pour les goûters, il y a vraiment, ça serait sain et local, plus avec 0 traitement, ça c'est vraiment top. Ça c'est un chouette projet, donc ça vous avez déjà commencé. Donc voilà, donc nous on est une quinzaine de producteurs actuellement. Ok, des producteurs donc vraiment du coin quoi. Ouais, alors Condro, un petit peu du côté de la province de Liège aussi, un peu dans le Limbourg flamand. Mais voilà, à chaque fois c'est des petits vergers, on s'est mis ensemble parce que il y a aussi beaucoup de gens qui ont replanté
ces 7-10 dernières années, en fait, il y a des milliers d'arbres qui ont été replantés en Wallonie, en verger au tige, ce qui est une bonne chose. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pensé qui allaient les récolter, comment ils allaient les récolter, et puis ce qu'ils allaient en faire. Et puis, on avait peur que du coup, chacun fasse dans son coin son jus, son machin. Et donc, l'idée c'est qu'ensuite on va se faire concurrence dans les différents magasins. Alors que là, l'idée c'est avec René & Co, c'est de créer une marque wallonne qui soit forte, où on fasse des super recettes, que les produits soient bons, qu'on ait une étiquette qui soit reconnaissable et justement qui valorise cette filière du verger aux tiges. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait ensemble, et on sait qu'on a aussi des gens qui vont nous rejoindre dans les années qui vont venir, mais on commence avec une quinzaine de producteurs. Ah bah c'est un super projet quoi. Mais ce qui se passe, c'est que quand on dit poire, en fait les Belges ils mangent essentiellement de la conférence. Mais en fait nous on a entre 25 et 30 variétés qu'on peut proposer. Dingue. Et aussi avec ce qu'on se rend pas compte, c'est avec une saisonnalité dans le fruit. C'est-à-dire que vous avez des poires qui en fait sont de début septembre, on a celles qui sont plutôt de fin septembre, et ensuite celles d'octobre. Donc même là-dedans on va proposer en fait de la variabilité, de pouvoir goûter plein de choses. Donc on a des beurrés hardis, des triomphes de Vienne, de la comtesse de Paris. La comtesse de Paris, c'est dingue. Bravo, en tout cas, super beau projet. Et vous êtes combien là-dedans? Pour l'instant, on est 3. Vous êtes 3, voilà. Donc les deux cofondateurs de la coopérative sont Jean Van de Put et Sylvain Trigalet. Et moi, c'est Cécile Thibault, je suis à la gérance à temps plein ici. Et puis, il y a évidemment nos producteurs qui sont dans la coopérative. Et voilà, le cœur du réacteur, c'est Jean, Sylvain et moi. Voilà. Génial. Bravo et bonne continuation. Faut y croire, le local, c'est extra. Ouais. Et voilà, on continue notre route, on est toujours à Avlanches, et là on va chez une artiste qui s'appelle Anna Belen et qui fait la céramique. Elle fait des choses superbes, et en plus elle est aussi prof, et donc elle enseigne son art à des étudiants. Ça c'est quand même génial aussi. Salut Anna Belen. Oui, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. On est chez toi ici, salut, on se fait la bise. Ouais. Bien, écoute, canon, quel endroit de fou. C'est magnifique. Magnifique. C'est le paradis. C'est le paradis, paradis en Belgique, ça existe. En tout cas dans le Condro, c'est une région superbe. Superbe, hein. Ouais. Allez, on va un peu aller visiter les alentours. Ça marche. Installe-toi, on va y aller mollo, profites-en, laisse-toi aller dans le vélo. Waouh. Oh, dis donc, mais on y est bien en plus. Ça va, hein? Oui. Écoute. Super bien. On est plus ou moins bien installé quand même. Raconte un peu, Anna Belen, qu'est-ce que tu fais de beau avec tes mains? Parce que tu travailles, c'est quoi? C'est l'argile? C'est l'argile et la porcelaine. L'argile et la porcelaine. Oui. Et t'en fais quoi? Un peu... Alors moi je travaille sur 2 plans. J'ai besoin de travailler sur un plan artistique. C'est-à-dire que je vais réaliser des œuvres qui sont dans le domaine, on pourrait considérer des sculptures, ou plus dans l'art contemporain avec des installations par exemple. À côté de ça, j'ai aussi un travail de création d'objets pour l'art de la table. L'art de la table aussi. Des assiettes, des bols, des théières. Qu'on peut utiliser tous les jours. Tout à fait. Je pense que c'est super agréable d'avoir en main un bol qui a été réalisé par quelqu'un qui a réfléchi, qui a mis son cœur, qui a mis son âme. Ça change tout, hein. Ça change tout. Ça change tout. Je suis totalement d'accord. Le thé, le café n'a plus le même goût, les plats n'ont plus le même goût. Parce que moi je pense qu'on mange aussi avec les yeux. Aussi. Et il est important de dire, on fait attention à ce qu'on met dans nos assiettes, mais l'assiette est aussi importante, en tout cas pour moi. Et c'est ce que j'aime offrir, en tout cas aux personnes qui viennent me voir. À chaque fois, ce sont des pièces uniques, ou alors des petites séries créées uniquement pour les personnes en question. Tu sens qu'il y a de plus en plus d'engouement par rapport à ça? Oui, je trouve aussi ces dernières années. Ça a beaucoup changé. Beaucoup de gens qui
moi j'entends qui veulent faire la céramique, qui veulent faire quelque chose avec leurs mains. Tout à fait. Et la céramique est vraiment un art qui permet d'être créatif et aussi de faire des choses qui sont utiles, quoi. Tout à fait. Et alors, il y a, en fait, ce qu'il y a, de nouveau, il y a deux niveaux. Il y a le fait que la céramique permet, avec un matériau qui n'est pas très coûteux non plus, permet de créer vraiment, si on aime l'art, de s'exprimer d'un point de vue artistique. Et puis, effectivement, on est fiers aussi de mettre à table des objets qu'on a créés soi-même. Et donc, je crois que ça participe aussi. À part ça, il y a aussi le fait que l'argile, comme c'est vraiment un matériau qui est très, on dirait, comment je vais dire ça, il nous reconnecte un peu avec nous-mêmes. Avec la terre, quoi. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de très vrai dans notre contact avec l'argile. Qui fait qu'on peut vraiment se sentir parfois très apaisé, par exemple. Donc, moi, je le vois avec mes élèves. Il y a des élèves qui viennent... Donc toi, tu es prof aussi. Ah oui, oui. Parce que tu parles d'élèves. C'est vrai, je ne l'ai pas dit. Je suis prof aussi. Sur Dinan, hein. À Dinan, sur les hauteurs, une école c'est une école de promotion sociale qui a développé donc tout un pan de ses activités dans des disciplines artistiques, dans la céramique. Et on est donc sur les hauteurs, à Herbuchen exactement. Et c'est une super école. Sympa. Et donc, c'est des gens qui découvrent la céramique, donc tu pars vraiment de zéro avec eux? En général, oui. Mais parfois, il y a aussi des personnes qui ont déjà un bagage et qui veulent soit l'améliorer, soit le développer. C'est ça. Et tout le monde peut le faire? Tout le monde peut le faire. Ah oui, ça j'aime bien entendre. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut même moi, je peux le faire. Ah oui, complètement. Je suis vraiment assez motivé. Je te montrerai tout à l'heure. Toucher. Je sais bien que je ne vais pas y arriver dès la première fois, mais juste un peu toucher, voir. Parce qu'il y a plein de techniques en fait. On pense toujours au tour, on pense toujours au tournage, mais ce n'est pas du tout la seule technique, il y a plein d'autres techniques. C'est ça. Et donc, en fonction de chaque personne, on est attiré par une technique ou l'autre, une matière ou l'autre. Et ici, on est vraiment dans les plaines de Maf, où pas mal de gens viennent d'ailleurs observer les oiseaux. Parce que comme tu vois, c'est très ouvert. C'est super ouvert, il n'y a pas de maison. Pas de maison, pas de bois où les oiseaux pourraient se cacher. Alors, c'est très chouette évidemment quand il y a des bois. Et d'ailleurs, il y a des bois un petit peu plus loin. C'est ça, mais c'est impressionnant. Mais ici, la grandeur, l'étendue, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, ça descend. Ça descend, on est pas bien là. Top. Allez, on va aller découvrir ton atelier. Bienvenue. Voilà. Un premier essai. Bien mouillé, bien rouge majeur. Et ici aussi, je vais pousser avec le majeur. Allez, dernière nuit avant Durbuy, on y est presque. Trop content d'arriver. Ça y est, dernière nuit dans ma petite tente. Tout s'est bien passé, on a plus ou moins bien dormi. Un peu de pluie, mais pas grand chose. Maintenant en direction d'Urbuy, dernière étape. Trop content d'y arriver. Et voilà, c'est la route du fromage. Et on a déjà une première ferme, la fermière du Méan. Et c'est Marc qui est là, qui est le responsable, que je viens de rencontrer par hasard. Et Bonjour Julien. Salut Marc, ça va? Ça va bien. Écoute, je t'emmène faire un petit tour. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu vas me raconter un peu ce que c'est cette fameuse route du fromage. La route du fromage, c'est lié au fait qu'un village de 300 habitants avait à l'époque 3 ateliers de transformation du lait. Ah ouais. Voilà, il y avait une unité de yaourt et 2 fromageries.
Nous sommes un des 3 fabricants de transformation laitière. Ah ouais. Voilà, et donc l'histoire de la fromagerie, elle a commencé en 1986 avec l'idée de se rassembler pour vendre les produits sur les marchés. Ouais. Et donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que de fil en aiguille, il y a un des membres qui a appris à faire du fromage. Ouais. Et là, c'est parti. On a commencé à fabriquer. Donc nous transformons des pâtes molles à croûte lavée, des pâtes pressées, des noms savoureux, le petit paradis. Le petit paradis, oh, ça a l'air sympa ça. Libissa ainsi, le vieux fermier. Ouais. Voilà, et alors on fait aussi des fromages frais démaqués, fromage blanc, nature ou aux fines herbes, au lait de vache ou au lait de chèvre. Top. Donc vous êtes plusieurs, vous êtes combien? Nous sommes 4. 4. Vous allez chercher le lait dans les fermes avoisinantes, voilà, c'est ça? C'est ça, dans le village, à Miécré, à Moressé, donc c'est vraiment à quelques kilomètres, on transforme le lait. Ok. Mais ça, j'ai vu pas mal de vaches, donc il doit y avoir tout ce qu'il faut ici. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et alors on transforme aussi du lait de chèvre, le lait vient de Ozo. Et là on fait le Cabri Charme qui a... Le Cabri Charme. Cabri Charme, ça j'aime bien moi. Super moelleux au lait de chèvre. Mais je l'ai peut-être mangé parce que Isabelle Arpin que j'ai rencontrée avant-hier m'a fait un plateau. Non, pas un plateau, elle a pris un fromage de chèvre qu'elle a mélangé avec du yaourt et elle a mis ça dans une tomate. Qui avait été confite, c'était dingue. Ah voilà. C'était peut-être un fromage de... Ah, c'est fort possible. D'ici. Donc le nom de ta ferme? C'est la Fermière de Méan. La Fermière de Méan. Donc voilà, et on fait encore historiquement 4 marchés publics. Enfin, un marché public, marché bio et terroir, à Ohaye, qui est ici tout près. À Andenne, c'est historique. Andenne, Puis Namur, et alors Woluwe-Saint-Lambert. Je suis passé par là. Ah, Woluwe-Saint-Lambert, ça je connais mieux. Le marché bio de Rodebeek. Et nous sommes à la chaussée de Rodebeek tous les samedis matins. C'est le plus vieux marché bio et terroir de Belgique. Génial. Ben, comme ça, au moins, les Bruxellois qui écouteront cette émission, ils savent maintenant d'où vient ce fromage, quoi. Tout à fait. On peut faire un petit tour dans ta fromagerie? Tout à fait, je vais vous faire visiter la fromagerie avec le stock de fromage qui est prêt pour notamment la foire de Libramont. C'est dans 15 jours. Et là, on fait de la tartiflette à la foire de Libramont. Et donc, c'est avec les fromages que nous fabriquons. On fait des chèvres chauds aussi, des pains en miettes. C'est vraiment super. La tartiflette, ça se vend déjà à l'été? Bien sûr. Il n'y a pas de saison pour la tartiflette? Non. Et c'est une institution à la foire de Libramont, là. Comme ça. Une journée de travail avec les animaux et tout, ça creuse. Une bonne tartiflette pour finir la journée en beauté. Nickel. Et là, qu'est-ce qu'on va goûter comme fromage? Je vais te faire goûter le Cabrichard. Le fameux Cabrichard. Je vais goûter aussi le petit paradis. Le petit paradis, le Brésil, le charmois, lui, ça aussi. Génial, trop excité de goûter tout ça. C'est un immense plaisir de te faire découvrir ça. Voilà. Julien Ladin, je t'invite à découvrir. Waouh! Et donc, canon! Voilà, tu vois les différents degrés de maturation qui est prêt à vendre. Waouh, trop beau! Sa coloration. C'est ce que j'appelle les fromages pâte pressée, des orties, de l'ail des ours ou du poivre. Ah oui, ail des ours, ils vendaient ça aussi chez... Voilà Julien, génial, tu dépenses beaucoup d'énergie. Voilà du charmois, du Cabrichard et du petit paradis. Ça c'est génial pour la route. Ça pour ce midi, ça va être nickel. Super. Avec le bon pain de Gauthier. Un grand merci, je penserai à vous. Avec beaucoup de plaisir. Génial. C'était extra. Un super moment avec Marc. Vraiment à l'improviste. Trop content de l'avoir rencontré. Il m'a donné des chouettes petits fromages. Ça sera nickel pour ce midi. Maintenant direction d'Urbuy. Et ça remonte, c'est reparti. Et voilà, une grosse montée. J'arrive au site Hare Krishna, tout près d'Urbuy. Et là j'ai rendez-vous avec Yadou qui va un peu m'expliquer leur philosophie et ce qui se passe ici dans ce site. Bonjour Yadou. Bonjour Julien. Ça va? Ça va très bien. Est-ce que ça te va si on fait un petit tour pour que tu nous expliques un peu ce qui se passe ici? Bien sûr, oui. Bienvenue, tu peux t'installer. Ok.
va faire un petit tour sur le site, comme ça on voit un peu tout ce qu'il y a ici. Ah, oui. Donc tu t'appelles Yadou, qu'est-ce que tu fais de beau ici? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste le site ici, ce que vous faites? C'est une communauté spirituelle de Hare Krishna qui est basée sur l'hindouisme. L'hindouisme, ouais. La Bhagavad Gita. J'ai vu des vaches hindoues en arrivant, c'est possible? Oui. Les vaches sacrées, hein? Les vaches sacrées, oui. Ouais. On a 4 vaches et 3 bœufs. Ok. Il y a 2 vaches qui donnent du lait. Hare Krishna, oui. Ça consiste en quoi? C'est basé sur le chant, le mantra Hare Krishna, qu'on chante, qu'on fait aussi en méditation avec un chapelet comme ça. Hein. Ok. Il y a 108 perles et chaque perle, on dit une fois le mantra Hare Krishna. Ok. Donc c'est beaucoup de méditation, beaucoup, et vous faites ça de manière, vous faites ça avec tous ensemble ou c'est chacun à part? Comment ça se passe? Quand on chante avec des instruments, on est ensemble. Ouais. Et la méditation sur le mala, ça c'est individuellement. Individuellement, ouais. Et il y a comment ça se passe? C'est combien de temps par jour? Vous vous levez la nuit? Comment tout ça se passe? On commence très tôt à 4h30 le matin. 4h30 du matin. Tous les matins, 4h30? Ouais. Ok. Mais on n'est pas obligé, il y a des gens qui viennent plus tard aussi. Ouais. Et le soir, il y a aussi un programme avec une lecture et des méditations. Ouais. Pour toi, c'est vraiment une philosophie de vie. Tu t'es dit, à un moment dans ta vie, c'est le moment. Comment ça se passe? Comment on est appelé à faire ça? J'étais déjà végétarien, j'étais intéressé par le yoga, la méditation. Ouais. Et j'ai visité différentes communautés. Et pour moi, Hare Krishna, c'était le meilleur. Ok, ouais. Ça fait longtemps que tu es ici? Ça fait 23 ans. 23 ans. J'étais aussi 9 ans dans un petit centre à Anvers. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la philosophie, comment vous êtes, à quoi vous croyez, en quelques mots? Oui, on croit en Dieu, et pour nous, Dieu, il a beaucoup de noms, mais pour nous, le nom, c'est Krishna. Et la philosophie, c'est le respect pour la vie, pour tous les êtres. Et c'est pour ça qu'on mange végétarien. On ne veut pas tuer les animaux. C'est ça. Et c'est basé sur la Bhagavad Gita, le mythe de l'Inde. Et la plupart des gens ici, c'est des familles avec des enfants. Ah ouais. Et ils habitent ici dans la maison. Ils habitent aux alentours. Oui. Ok, donc c'est vraiment une communauté, quoi. Ici, on a un magasin de livres. Il y a une école et tout ça. On n'a plus une école. Ah, il n'y a plus d'école? Non. Plus d'école. Maintenant, les enfants, ils vont à l'école classique. Ouais. Et c'est des gens qui viennent de partout, c'est plutôt et des hindous? Il y a quelques gens de Suriname et il y a 15 différentes nationalités. Ok. Beaucoup de gens des pays de l'Est. Ok. Et depuis la guerre, on a aussi 3 familles d'Ukraine. Ouais. C'est quoi les conditions pour être accepté dans ce genre de communauté? C'est de manger végétarien, pas d'alcool ou pas de drogue. Et être intéressé pour vivre comme nous. C'est ça. Et comment vous arrivez à survivre? Donc je suppose vous n'avez pas de travail, vous recevez des dons, je ne sais pas, vous travaillez? Moi je travaille ici, j'ai un petit revenu. Alors chaque famille qui travaille ici, ils ont un revenu. Ok. Mais il y a aussi des familles qui travaillent à l'extérieur de la communauté. Ah oui, donc on peut travailler à l'extérieur de la communauté. Et les gens qui ont pas d'argent, ils sont maintenus par la communauté. Et la communauté, ça marche comment? C'est des dons que vous recevez? Il y a de temps en temps des gens qui donnent des donations. Parce que pour entretenir un domaine pareil, ça coûte de l'argent. On a beaucoup de visiteurs. On a un restaurant, une boutique indienne et un hôtel. Ça ramène assez de sous pour payer tout ça? Oui. Ah ben c'est super. C'est super. On organise beaucoup de stages de yoga et de méditation pendant le week-end. Ah ouais. Super. Écoutez, merci pour votre temps. De rien. C'était intéressant de vous écouter.
Et merci à vous, c'était très sympa. Ouais, de rien. Et bonne visite guidée alors. Oui, hein. Comment est-ce qu'on dit au revoir? C'est comme ça? Nous on est Hare Krishna. Hare Krishna. Et voilà, je quitte le temple Hare Krishna. Ils ne m'ont pas demandé de rester. Ben voilà, c'était quand même très intéressant là, d'écouter un de leur communauté qui nous expliquait un peu comment ça marchait ici. Donc très chouette arrêt et donc c'est reparti, direction d'Urbuy. Ça y est, on arrive à Durbuy, on y est. Écoute, pas mécontent d'être arrivé. Cette belle petite ville de Durbuy. Content d'être là. Après quelques kilomètres et quelques montées, on va dire. Bon là ça descend, mais devant moi, j'ai l'ultime montée vers la chèvrerie du Bourlon. Ça se joue maintenant. C'est la fin. Allez Jules, come on, c'est la dernière. Comment Jules? Allez Jules, come on. Et voilà, on est à Durbuy. On arrive au dernier rendez-vous avec Géraldine de la chèvrerie du Bourlon. Et j'ai l'impression qu'on va même embarquer son compagnon, le chien. Ça grince. Salut Géraldine, ça va? Bonjour, oui ça va bien. Ça grince pas mal parce que ça descend. Ouais, génial le chien. Ouais, j'espère que j'aurai de la place. Voilà. Comment il s'appelle? Gnocchi. Gnocchi, tu fais une place? Gnocchi, viens là. Voilà, il fait le timide. C'est une première expérience. Voilà. Oh là, ça fait un peu de bruit mon vélo. Ça va, donc toi, tu as une chèvrerie ici à... C'est quoi, c'est Bourlon ici? C'est Bourlon, oui, la chèvrerie de Bourlon. Ok, t'as combien de chèvres environ? Alors, j'entrais entre 30 et 40, mais au total, on a 85 chèvres à peu près. 85 chèvres. Parce que les jeunes sont dans des réserves naturelles Natagora et on fait des copâturages avec elles. Ok. Voilà. Ah, génial. Voilà. Et donc toi, ton boulot, c'est de faire d'élever les chèvres, de tout faire de A à Z, oui. Tout faire de A à Z, donc le fromage, quoi. L'élevage et le fromage, voilà. La distribution aussi, la vente. La vente aussi, ouais. C'est principalement de la vente directe. Ok. Et donc c'est quoi? C'est sur un marché? C'est sur des marchés, à la maison, et puis dans des commerces du coin et des restaurants. Ouais. Voilà. Ah, sympa, dis. C'est une vie quand même à la nature, dans la nature. Ouais, à fond. Gnoc, t'es à l'aise? Il est bien là? Je sais pas. Ouais, alors Gnoc, t'es bien installé? Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. En tout cas, nous, c'est pas trop compliqué, hein. Ça va. Ici, ça va, c'est plutôt cool, hein, de se laisser rouler comme ça. Ouais. Okay. Le retour va être rigolo, la montée. On n'est pas obligé de le faire avec toi dedans, hein. Tu peux marcher à côté. Hein. Moi, on m'a dit qu'on me promenait aujourd'hui. Là, je suis en fin de parcours en plus, donc j'ai plus trop de batterie. Mais je suis très content de finir ici, parce que je trouve ça un beau métier. C'est pour ça que je voulais te rencontrer. Merci. Mais la région est canon ici. Hein. Moi, j'ai la chance de faire pas mal de vélo ici maintenant. Ah, ça? C'est quand même extra. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur ton métier? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'anime? En fait, c'est un peu... j'ai toujours aimé les chèvres et donc je me suis dit, allez, lançons-nous. Tout est autoconstruit et j'ai commencé avec 2 chèvres et puis progressivement, j'ai eu des petits bouts de terrain à gauche, à droite, en prêt. Hein. J'ai pas pu acheter beaucoup de terrain, mais suffisamment pour être en autonomie fourragère. Donc oui, j'ai oublié de dire qu'on est bio et nature et progrès parce que pour moi c'est hyper important ça. Voilà. Mais voilà. Donc c'est aussi hyper important que ma ferme soit nourricière et pas juste
pédagogique. Parce que ponctuellement, on accueille des enfants avec des écoles ou des familles ou quoi, pour faire un peu de la sensibilisation aux réalités paysannes, mais c'est le fromage qui est le principal produit, enfin les fromages, parce qu'on fait plein de sortes de fromages. Ah oui, il y a plein de sortes de fromages de chèvre. Ouais. Donc en fait, du printemps à l'hiver, on fait du fromage 7 jours sur 7 avec le lait chaud qui vient de la traite, quoi. Et le frais qui sort du jour, c'est le frais du jour. Il n'y a pas de chambre froide chez nous, donc après, ce qui n'est pas vendu part à l'affinage. Donc en fait, tout a été un peu réfléchi pour qu'il y ait le minimum d'énergie grise. Donc c'est hyper important la vente directe. Et par exemple, là, début juillet, avec les départs en vacances, c'est un peu plus... Ah tiens, ça cumule là, bon, on va faire différemment. C'est ça, il faut s'organiser en fonction des saisons, quoi. En fonction des saisons et de la demande. Et de la demande, oui, complètement. Voilà. Avec les années, les années se ressemblent? Oui, on sait déjà à l'avance, mais chaque fois, c'est un peu, ça crée un peu un déséquilibre, mais c'est sympa, c'est rigolo. Du moment qu'on m'envoie des cartes postales, moi ça me va. Donc ceux qui voient des cartes postales avec des chèvres, je collectionne et je suis chaque fois super contente quand elles m'arrivent de gauche et de droite. J'y penserai, si un jour j'en vois une, je pense d'office à toi. J'ai l'air con, c'est pas vrai. Ça aurait été pas mal de le faire en quad aussi, il y avait un beau quad derrière. Mais je serais peut-être pas montée dedans. Non? Non. C'est ce chemin-ci qu'on doit emprunter. Ah voilà, c'est ça. Écoute, on va peut-être y aller à pied. Oui, et on se retrouve. On va aller voir les chèvres alors? À nos demoiselles. C'est les principales actrices du projet, évidemment. Génial. Mes collègues. Ah oui, il y a une bonne montée quand même. Hein? Oui, mais je veux bien marcher. Génial, merci. Donc elles sont super, tes chèvres. Ouais. Belle troupe. Belle troupe en pleine santé. Ouais. Ce qui est important pour moi, c'est qu'elles soient rustiques. Ouais. Voilà, qu'elles valorisent un maximum ce qu'on trouve dans les prairies et pas en contrario les élevages hors sol, tu vois, enfin, c'est autre chose. Ok. Ça demande du travail, mais c'est rigolo. Ouais. Et de la disponibilité, parce qu'il y a toujours une ânerie. Et moi, je suis quand même assez impatient de goûter un de tes fromages, c'est clair. Il y en a pour tous les goûts. Et toi, après, tu vas au marché? Ici, je vais au petit marché de Genneray, qui s'est créé autour d'un maraîchage. Ok. Et ce maraîchage propose des pizzas tout l'été. Dans le village de Genneray, c'est un village un peu médiéval, encore c'est magnifique. Ah ouais, Genneray. Genneray, oui. Bonjour. Hello. Je t'expliquerai. Un tout grand merci Géraldine, c'était sympa comme tout. Un grand de rien, Gnocchi, c'est cool. C'était super de finir ma saison, mes émissions, mon Cargo TV Tour ici. Ça m'a fait bien marrer en tout cas. À Borlon. Ouais, Borlon. Et voilà, on sait où aller pour des fromages de chèvre et venir te faire un petit concours. Ouais, t'inquiète. Et voilà, Cargo TV, tout en tour se finit ici, à Borlon. Ce fut incroyable comme expérience, une semaine de fou, avec des rencontres. On a pédalé dans tous les sens. Je dis on. J'étais tout seul, mais voilà, j'ai eu des super personnes qui m'ont accueilli chez eux. J'ai planté ma tente, j'ai découvert plein de choses, une super région, et franchement c'était juste dingue, extra. Donc vivement le prochain tour, et merci, et à la prochaine, ciao.